Bonsoir les amis, nous voici à nouveau réunis dans une émission de Face à Face. Je n'avais pas prévu tout de suite de faire cette émission. Elle était même en option, si vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi mon annonce de alléchant au programme pour la rentrée. En effet, dans le monde, il y a beaucoup de malheurs, d'énormes problèmes. On ne peut que le constater, hélas. Mais il y a aussi, fort heureusement, de belles choses et de belles personnes qui ne font aucun mal. Mais certains, se sentant très forts derrière leur écran, et leur toute petite notoriété, ont décidé ces derniers temps de prendre pour cible certaines de ces bonnes personnes. Cet été, des youtubeurs, tout à fait inutiles, vu que tout ce qu'ils relatent est déjà présent dans Wikipédia, ont décidé de s'occuper de crop circles et ont eu l'outrecuidance, du haut de leur science, de réaliser un documentaire qu'ils ont osé appeler « La vérité sur les crop circles ». Waouh, rien que cela. Au début, j'ai commis l'erreur de ne pas m'y intéresser, trouvant cela futile. Pour moi, cela se résumait à encore une énième polémique stérile sur les faux crop circles. Eh oui, il suffit de taper Crop Circle Maker dans votre moteur de recherche favori pour trouver des réalisations de personnes réalisant des faux crop circles. Du monde entier, du reste. Avec l'arrivée sur le marché de drones bon marché, pouvant superviser en temps réel leurs travaux, ces derniers deviennent de plus en plus sophistiqués. Mais déjà, j'ai envie de dire quelque chose. Même si tous les crop circles était faux, cela changerait quoi? Nous avons des gens paisibles, heureux dans leurs crops, dans une sorte de communion entre eux, qui sont parfaitement pacifistes. Me viendrait-il à l'idée, alors que personnellement je ne crois pas en Dieu, d'aller me moquer des croyants sortant de la messe? Ces youtubeurs de pacotille ont-ils la preuve que Dieu existe ou il n'existe pas? Demain, ils vont faire quoi? Se moquer des croyants? Mais restez attentifs à l'émission, on va démontrer l'absurdité de leurs propos et de leurs démonstrations. Il est vrai que j'ai pris connaissance tout à fait récemment que ce n'était pas un simple faux qui avait été réalisé, mais une véritable opération machiavélique qui a été mise en œuvre. Et de là, je me suis posé cette autre question. Qui peut bien avoir le temps, l'envie de faire cela, et surtout pourquoi? Il s'agirait de dénoncer un réseau de truands. Pourquoi pas? Mais des gentils pacifistes ne faisant de mal à personne. Pourquoi faire? Plan machiavélique, car pour piéger Umberto Molinaro, car c'est de lui dont il s'agit, ils ont d'abord soigneusement étudié beaucoup d'émissions réalisées par Umberto et d'autres sur les crop circles. Bizarre encore de constater que ne croyant pas aux crop circles, ils prennent néanmoins le temps, et beaucoup de temps en l'occurrence, d'étudier ce qu'il se passe dans ces derniers, qui ne seraient en fait que des faux. Des faussaires étudiant des faussaires. Cela vous semble logique, vous? Car si tous les crops étaient faux, ce que raconte dans ses émissions Umberto ne peut être que faux. Il se trouve que je connais des crop circle makers, et pas des moindres. De véritables petits génies qui vont mettre en œuvre des techniques très sophistiquées, et d'autres qui vont jusqu'à mettre des codes mathématiques dans leurs œuvres. Ils ont même un site officiel. circlemakers.org. L'un d'eux, et non des moindres, Francesco Grassi, organise même ce qu'il appelle une course au trésor.
Il met des énigmes savantes dans ses crops et il faut les trouver. Et il fait la une des journaux. Là, c'est ma quali UFO, questi cerchi nel grano. Mais quel ovni, c'est moi qui fais ces cercles dans le grain. Enfin, oui, c'est cercles dans le grain en français. Et c'est drôle, mais on le verra plus tard, comme ils arrivent à faire les unes. Mais il y a une chose à laquelle ces crop makers sont constamment confrontés. Le danger. Le danger que peut représenter leur rencontre avec le propriétaire du champ. En effet, il s'agit pour ce dernier d'une perte sèche qu'il peut difficilement se faire rembourser, car s'il peut y avoir des polices d'assurance contre, par exemple, les dégâts causés par la météo ou les sangliers, il n'y en a pas contre des personnes s'amusant dans ces champs. Ils doivent donc opérer au plus vite avec des guetteurs, de nuit. Et comme d'habitude, je vous mettrai en même temps que je vous montre, par exemple, l'une de ces réalisations, à Francesco, des liens vers les sources de tout ce que je vais vous relater dans cette émission. Pour revenir en Lorraine, dans le faux qui nous occupe, ils ont obtenu, certainement moyennant finance, la complicité de l'agriculteur. Ils ont mis dans la boucle des journalistes locaux, des télés, et ils ont pris le temps, avec les informations qu'ils ont apprises, de fignoler des détails, comme par exemple laisser des petites tiges de blé bien droites quand les graines sont couchées, phénomène souvent observé dans les vrais crop circles. Ils ont même poussé le vice à coller des mouches, oui, vous entendez bien, à coller des mouches avec de la laque sur des tiges de blé, là aussi sur la base d'observations qu'avaient relatées certains chercheurs de crop. Le piège était tendu. Ils n'avaient plus qu'à faire de la publicité, ils passeront du reste même sur FR3 région, et attendre les arrivants, sachant que Umberto tenait une conférence non loin, et donc qu'ils seraient nombreux, conférences, et bien évidemment, depuis très longtemps programmées. Umberto était attendu par la presse, l'agriculteur et moult de ses amis déjà présents. Il était heureux, comme à son habitude, de parler crop. Et pour une fois, me dit-il, que la presse institutionnelle était présente. Bien évidemment, certains d'entre eux ont calculé la fréquence vibratoire. Et on nota que cela dépassait le million de polices. Le piège se referme. On démonte tout. On en conclut que tout est faux, que les experts en crops n'en sont pas, et que tous les crops sont bidons. Les chaînes YouTube effacent leurs vidéos, et les youtubeurs deviennent les stars de la journée. CQFD, circuler, adieu crop, il n'y a rien à voir, tout est faux. Bon. Cela me fait penser à un piège que l'on aurait tendu à un expert d'œuvres d'art. On fait construire un faux, on le vieillit un peu, on l'enterre dans un champ, où l'agriculteur doit venir moissonner, on fait semblant de faire la découverte, on appelle l'expert, celui-ci identifie une véritable œuvre d'art ancienne, on appelle la presse, on se moque de l'expert, et on en déduit que toutes les œuvres d'art sont des faux. Waouh! Brûler les livres et au bûcher ceux qui ne sont pas d'accord. En fait, ces chaînes wikipédiennes auraient bien évidemment participé à allumer le bûcher où fut brûlé Giordano Bruno. Si l'Inquisition pouvait revenir, ces chaînes en feraient partie. Tout ce que la science d'aujourd'hui ne sait expliquer, c'est du grand n'importe quoi ou des faux. Comme ils sont très intelligents et nous stupides, ils vont nous expliquer pourquoi en physique quantique, des électrons ont une autre trajectoire en fonction de la présence ou non d'un observateur. Je serais curieux de connaître leur réponse. Ou alors considèrent-ils tous les physiciens quantiques comme des idiots? Alors oui, on peut se tromper. On peut tromper n'importe quel expert au monde et dans tous les domaines. Il s'est même tenu à Paris, en 2015, un important colloque sur les faux. Ils l'ont appelé les impostures savantes. Et oui, parce que dans l'archéologie, dans l'art, il y a énormément de faux. C'est normal, ça rapporte gros.
Et il y a moins de peine que pour les drogues ou les cambriolages de banques, et ainsi de suite. Et des gens doués, il y en a. Mais même des faux, on apprend des choses. Et des faux crop circuits, on peut apprendre une chose qui pourrait paraître évidemment étonnante à beaucoup, mais pas à ceux qui ont étudié la puissance de l'énergie psychique. En effet, l'argument massu des faussaires en herbe est de faire la démonstration que les types sont zinzins, car ils trouvent plus d'1 million d'ovis dans un faux crop qu'ils ont construit eux. Hélas, cet argument va se retourner contre eux, car ils n'ont pas compris que l'élévation de fréquence est réelle, mais non pas créée par le crop, mais par les personnes qui y sont venues. Là, on va toucher un sujet qui me différencie de Umberto. Je ne m'empêche pas qu'il soit mon ami. La croyance. Il est vrai que lorsque l'on observe des personnes venues dans un crop, j'ai l'impression, toute personnelle, d'assister à des scènes de déjà-vu, notamment en religion. Les personnes rentrent dans une phase un peu mystique, comme les croyants, quand ils pensent être en présence de quelque chose d'exceptionnel, d'une force surnaturelle. Alors pour ceux qui ont vu ma conférence que je tenue au mois d'août, je m'excuse auprès d'eux par avance, car je vais devoir me répéter. Il faut avoir suivi les travaux du professeur Boguslav Lipinski. Je vous rappelle que ce dernier mesure grâce à un électroscope portable, le BT400, fabriqué par la firme Biotech Electronics au Canada, qui mesure à la fois donc les ions d'air chargés électriquement et les rayonnements ionisants provenant de sources radioactives. Il nous explique comment, avec le professeur Henri Joyeux, il a pu mesurer à de nombreuses reprises à Medjugorje, site bosniaque aussi célèbre que Lourdes ou Fatima, où encore aujourd'hui des apparitions mariales ont lieu avec la venue quasi quotidienne de milliers de pèlerins. Il note que l'énergie psychique dégagée lors des prières est énorme et atteint des seuils incroyables lorsque la Vierge apparaît. L'appareil mesurait des taux à 100 000 millirad par heure, alors que la lecture en fond normal était là-bas, à Medjugorje, de 100. Beaucoup moins chez tout le monde, ne dépasse pas les 3-4. Selon toutes les lois connues de la radiobiologie, les personnes exposées à un rayonnement nucléaire aussi intense devraient être mortes en quelques semaines. Il est clair que l'électroscope enregistrait une sorte de radiation qui n'était pas d'origine nucléaire. En outre, aucun rayonnement connu ne se comporte de manière aussi cyclique. Mais on ne connaît pas tout, on ne sait pas ce que cet électroscope mesurait. Ce n'était pas de l'énergie nucléaire, mais on ne connaît pas cette énergie, messieurs les je sais tout. Mais il marche, un peu partout. Je vous conseille de lire le livre. Il est très, très, très explicatif, ainsi que le livre de Henri Joyeux. Un élément comparatif, aux USA, dans des matchs de hockey, malgré la ferveur et l'enthousiasme, le même appareil n'enregistrait que 20 à 70 millirad par heure. Cette énergie que l'on peut appeler spirituelle ou psychique semble n'être pas associée avec le nombre de personnes qui prient ensemble, mais plutôt avec l'intensité, la ferveur et la qualité de la prière ou de la méditation. Enfin, autre constatation du professeur Lipinski, le rayonnement de cette force spirituelle s'étend à la ronde sur une distance d'environ 1 km. Mais elle se dissipe relativement vite, de 5 à 30 minutes suffisent pour la voir disparaître. À noter qu'une personne dans cet état de méditation ou de croyance profonde, si même elle est seule, et qu'elle utilise un pendule qui n'est que l'extension de sa psyché, va le faire monter très vite en vibration. Le physicien atomiste M.J. Stowell a aussi enregistré cette énergie psychique. Il raconte: un jour, dans le grand laboratoire de pathologie d'une clinique, je m'occupais à mesurer les longueurs d'onde et de force des radiations émises par le cerveau. Nous voulions examiner ce qui se passe dans le cerveau humain au moment du passage de la vie à la mort. Dans ce but, nous choisîmes une femme aux portes de la mort atteinte d'un cancer du cerveau. Cette femme était tout à fait saine d'esprit. Sa sérénité, son amabilité journalière frappaient. Mais corporellement, son état était des plus graves. Nous savions qu'elle allait mourir et elle le savait aussi. Cette femme était croyante. Peu avant sa mort, nous placions dans sa chambre un appareil enregistreur très sensible pour les mesures cérébrales
Et sur le lit, un microphone pour entendre ses dernières paroles. Puis nous nous placions dans une chambre contiguë à la sienne. Nous étions 9 scientifiques et nous attendions devant nos instruments, attentifs. L'aiguille de l'appareil, à 0, pouvait atteindre 500 degrés à droite, en position positive, et 500 degrés à gauche, en position négative. Pour donner une idée, la diffusion d'un poste radio dont les programmes étaient diffusés avec une force de 50 kW, une émission capable de couvrir tout le globe, faisait marquer sur cet appareil une mesure de 9 degrés. Les derniers moments de la malade arrivaient. Soudain, nous l'entendions qui priait et louait Dieu. Elle demandait de pardonner à tous ceux qui avaient été injustes avec elle dans sa vie. Remués, nous restions devant nos appareils, oubliant à vrai dire ce que nous voulions examiner. Tout d'un coup, pendant que cette femme priait toujours, nous entendons teinter notre instrument. C'est alors que nous vîmes l'aiguille atteindre 500 degrés positifs et toujours basculer à la limite, au rupteur. La force de rayonnement devait dépasser notre échelle. Nous faisions pour la première fois une gigantesque découverte. Le cerveau d'une femme mourante qui priait et déployait une force au minimum 55 fois plus forte que n'importe quelle émission d'ondes radio. Or, les personnes arrivant dans ces crops ont en eux cette énergie psychique. Quand on en observe quelques-uns, quand je vois des photos, ils paraissent même en transe. On est avec les crops en plein New Age, la nouvelle religion, comme l'appelait Jacques Vallée. Mais ils ne font de mal à personne. Donc il n'y a rien d'étonnant que même dans un faux crop, on détecte un taux vibratoire très élevé. Du reste, c'est une intéressante étude qui vient démontrer une fois de plus les travaux de Lipinski, Joyeux, Stowell et bien d'autres. Grâce à nos faussaires en herbe, on a pu une nouvelle fois démontrer le lien entre prière ou méditation et élévation du taux vibratoire. Mais ils ne peuvent comprendre cela, alors que dans le même temps, ils acceptent les démonstrations de physique quantique sans rechigner, mais sans pouvoir les expliquer non plus. Cherchez l'erreur. Mais reprenons l'hypothèse que tous les crops sont faux. Ça veut dire que depuis le début, ils sont tous faux. Mais ils existent depuis quand, en fait? Le premier cas recensé date du 22 août 1667. Eh oui, vous entendez bien, 1667. Cela se passe dans le Hertfordshire, en Angleterre. Un paysan aperçoit des lumières bizarres au-dessus de son champ de blé, et au matin, il découvre une partie de sa récolte couchée en cercle. Bien évidemment, cela a été catalogué à l'époque comme étant l'œuvre du malin, du diable. Et les Anglais utilisaient comme expression « the mowing devil », le diable moissonneur. Je vous mets une petite description. Vous voyez ? C'est assez explicite, hein. On va bien quand même, hein. Même à l'époque. Là, c'est une gravure de 1678. Un premier crop. Par les suites, tous les témoignages du Moyen-Âge ont été soigneusement dissimulés, pour deux raisons. La première est que vous ne pouvez pas voir les dessins, vous êtes dans votre champ, vous voyez des blés couchés, mais au-delà du blé, c'est votre récolte et votre subsistance à l'époque. Comme ils associaient cela à l'œuvre du diable, ils s'en gardaient bien d'en parler. Il faut vraiment aller creuser dans les registres de chaque village pour trouver les traces de ces histoires de diable. La vraie explosion des témoignages de crops commence dans les années 76. Au début, cela commence par quelques cas simples, de petits cercles tracés dans des champs de céréales. Les plantes sont couchées en spirale, à partir d'un point central, comme sur la photo. Sont concernés non seulement les champs de blé, mais aussi d'orge, d'avoine, de seigle, maïs, soja, certains légumes comme les patates. Puis surgissent des cercles de très grande taille, dotés de ronds. Ensuite, certains cercles sont reliés de lignes, parfois nantis de signes divers sur presque toute leur longueur, ou encore des formes géométriques multiples. Ils évoquent des symboles anciens, des allégories, des messages. Au fil des années, il y a une escalade, tant au niveau de la qualité que leur taille.
Depuis les années 90, le gigantisme et le raffinement des motifs exécutés ont pris une allure quasi surréaliste. Des cas de dessins faisant entre 200 à 300 mètres de long sont observés. C'est presque 3 fois la taille d'un terrain de football. De plus, l'apparence exacte de beaucoup d'entre eux n'est visible que d'un avion. Fin 2001, le nombre de crops recensés dépasse les 7000 cas. Fin 2001. Tous des canulars. 7000 fois des personnes ont œuvré de nuit pendant des heures et à plusieurs sans jamais se faire prendre, surtout dans le sud de l'Angleterre où les paysans sont sur le qui-vive. Il est vrai qu'il y a beaucoup de faussaires et des bons. On ne sait plus sur quel pied danser entre vérité et supercherie. On met, bien évidemment, toujours en avant les tricheurs, comme en Lorraine, pour se moquer. C'est hélas le cas dans beaucoup d'autres domaines, comme l'ufologie par exemple. C'est l'arme favorite du faible d'esprit, se moquer. C'est aussi l'esprit du système, bien français en plus. On passe sous silence tout ce qui déroge au bon ordre scientifique officiel. Heureusement, on évolue. On ne jette plus les gens au bûcher. Ce genre de raisonnement qui consiste à dire que tous les crops sont faux porte un nom. Ça s'appelle le syllogisme de Van Gogh. Si un faussaire a pu produire des faux Van Gogh, cela veut dire que soit Van Gogh n'a pas existé, soit qu'il n'a jamais peint. Mais des revues pitoyables, comme Science et Vie, en 90 et 2002, ne relatent que les canulars. On se demande pourquoi relater de tels faits si tout est supercherie. Umberto Molinaro n'a pas eu le temps, ni certainement l'envie, d'étudier scrupuleusement le faux crop. Il était à sa joie de raconter sa passion aux journalistes présents, à sa joie de retrouver ses amis. Il faut du temps aux faussaires pour faire leur besogne, mais il faut aussi du temps pour observer les différences entre vrai et faux crop. Et Umberto n'a pas pris ce temps-là, il est vrai. Alors, ne croyez pas tout ce qui est écrit sur le net et partout. On a pris des phrases d'un contexte pour les remettre dans un autre. Alors, quelles sont ces différences? Et là, je vais décevoir les sceptiques, car ces différences sont nombreuses. Premier constat, dans un faux crop, écrasé par le poids de la planche que les faussaires utilisent, planche reliée à une corde, ou des rouleaux de jardinier, selon. La plupart des tiges sont brisées et beaucoup de grains sont expulsés que l'on trouve par terre. Étant creuses, les tiges des épis se brisent à 40 degrés d'inclinaison. La croissance de la plante cesse. Elle cesse. Elle est morte, la plante. Dans un vrai crop, la quasi-totalité des tiges ne sont pas brisées, mais seulement recourbées, bien qu'elles soient parfois à 90 degrés. Et les grains sont restés intacts dans les épillets, impossible à réaliser de main d'homme. Dans certains cas, comme pour le maïs, le colza, le chou de Bruxelles, la pomme de terre, la croissance de la plante continue, même en position couchée, et elle est souvent plus rapide que celles qui n'ont pas été perturbées par le phénomène. Alors, un petit appel aux agriculteurs pour l'année prochaine. Messieurs, quand vous voyez un crop, ne le détruisez pas tout de suite. Faites une petite observation rapide. Laissez-le quelque temps. Si ça continue à pousser, vous pouvez continuer à faire la récolte. Et appelez des gens comme nous, je vous mettrai en relation pour faire des études complètes sur un crop auquel vous n'aurez pas touché. Un vrai, bien sûr. Deuxième constat, dans un faux crop, les épis sont tous étalés en une seule couche. Bah oui, de nuit, il faut faire vite. Avec une planche, on va pas faire de couche par couche. Alors, je ne parle pas de la Lorraine où là, ils ont fait des choses vraiment bien. Dans un vrai, il y a plusieurs couches étalées dans différentes directions, parce qu'ils avaient le temps, se superposant les unes aux autres. Par exemple, le 6 août 1999, à Bishop Kennings, dans le Wiltshire, un cas appelé Magic Basket est apparu. Je vous mets la photo. Il comprend
des entrelacements des couches d'épis, orientées différemment les unes, passant en dessous des autres. Cela fait penser aux tresses d'un panier. Des faussaires peuvent-ils faire cela en quelques heures de nuit? Troisième constat, les faussaires disent qu'ils marchent dans les traces des roues de tracteurs pour ne pas se faire repérer. Problème, il y a des crops sans aucune trace de roue de tracteur. Et il est totalement impossible d'aller dans un champ de blé sans laisser de traces. Dans le même cas de figure, il y a des crops qui apparaissent après de violents orages. Et là aussi, il est totalement impossible, même s'il y a les roues de tracteur, d'aller dans le crops sans laisser des traces de boue. Quatrième constat, malgré le talent grandissant, il faut leur laisser. Les faussaires qui œuvrent maintenant en équipe, avec géomètres, dessinateurs, etc., on trouve néanmoins dans les dessins effectués des défauts dans les rapports mathématiques des figures géométriques. Dans les vrais, il y a des constantes et des rapports mathématiques époustouflants entre eux, avec par exemple des sites archéologiques célèbres, ou des points cardinaux, ou avec le système solaire, la géométrie sacrée, la suite de Fibonacci. Leur géométrie est parfaite. Et je vais décevoir tous ces scientifiques en herbe. Plusieurs mathématiciens, plusieurs géomètres ont fait des études sur ces rapports, dont John Martineau, Wolfgang Schindler, Bert Janssen, Paul Vigier, Michael Klinkman. Pour ceux qui veulent approfondir ces points essentiels de mathématiques et de géométrie, je vous mets des liens vers ces chercheurs. Je vous mets même le lien vers un documentaire de près de 2 heures consacré à leurs études et dont nos faussaires en herbe, qui se prennent pour le nombril de la science, auraient mieux fait de consulter avant de dénigrer et de se moquer. Si vous prenez la peine de consulter leur site, leurs livres, vous allez toucher du doigt un niveau mathématique néanmoins très élevé. Et vous allez avoir besoin, vous aussi, pour suivre leur analyse, d'un niveau de mathématiques assez important, même s'ils sont de parfaits pédagogues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour bluffer ces chercheurs, ces mathématiciens, il aurait alors fallu des mathématiciens avec encore un plus grand niveau. Et pensez-vous vraiment, selon votre intuition, que des mathématiciens de très haut niveau puissent se transformer en faussaires la nuit pour aller dans des champs de blé? Et surtout, quand on est un mathématicien, on a le sens de la précision. Comment, de nuit, atteindre une telle précision? Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a des drones, on a des caméras infrarouges, blablabla. Là, on parle de dessins des années entre 70 et 90. Il n'y avait pas ces technologies-là. 5e constat. Dans les faux, il n'y a aucune modification observée dans les plantes au niveau de leur structure physique ou moléculaire. Aucun déchet ou résidu ne persiste dans les traits. Dans les vrais cas, les analyses en laboratoire, eh bien oui, je vais vous décevoir, messieurs les faussaires. Il y a de vraies analyses, de vrais scientifiques, de vraies analyses en laboratoire montrent que les plantes sont soumises une fraction de seconde à un degré de chaleur fort intense. On dénote aussi un grossissement anormal des parois, des cellules, de la fine membrane qui entoure la tête de la racine de la plante. Un grossissement anormal tant en largeur qu'en longueur des nœuds, que l'on appelle pulvini, ou excroissance fibreuse. Je vous en mets là 2 en photo. Dans le parenchyme de la plante, autour des pulvini, on constate que la matière a été expulsée. Les racines des plantes peuvent créer une germination accélérée en acquérant une très grande robustesse. Le biophysicien Levengood
a découvert dans de nombreux crops, circles, entre 10 à 300 mg de particules de fer par gramme dans le sol. 10 à 300 mg par gramme. Ou 10 à 300 mg par 1000 mg. Contre une moyenne ailleurs de 0,4 mg. De plus, leur distribution a été nettement définie par un tracé concordant avec les lois de la force centrifuge. Retenez bien ce terme. Force centrifuge, car on va y revenir. Pour ceux qui veulent lire et aller plus loin dans ces analyses, je vous mets également le lien vers le centre qui étudie cela, le BLT Research Team aux États-Unis, pays où on n'a pas peur de passer pour des ignares si on ne suit pas le dogme. C'est sans doute pour cela que les plus grosses sociétés technologiques sont américaines. On n'aurait certainement pas pu créer Amazon, Twitter, Google, Facebook en France, non. Quand on vient demander des millions et des millions de dollars pour investir dans quelque chose, imaginez, quand Facebook a été introduit en bourse, on se disait encore, mais c'est débile, comment cette société peut gagner de l'argent? Twitter, on ne comprenait pas, des années de pertes, on ne comprenait pas comment ça pouvait gagner de l'argent. Et non. Ils ont suivi, ils avaient compris le modèle. Pourtant, il n'y a rien à vendre sur Facebook. Enfin, vous achetez rien sur Facebook. L'équipe du BLT, Research Team, pendant que nos ignares font défaut, s'est engagée depuis près de maintenant 20 ans dans la recherche scientifique, dans les crop circles. Elle totalise des centaines de milliers d'heures de travail, tant sur le terrain qu'en laboratoire. Je vous mets en lien une étude de cas complète sur leurs travaux. Vous allez voir, c'est très, très, très surprenant. C'est du début de la prise du crop jusqu'à la fin, avec toutes les analyses inhérentes à ce cas. Alors, bien sûr, comme d'habitude, c'est en anglais. Je suis vraiment désolé, mais même en anglais, vous allez pouvoir suivre. Vous allez pouvoir suivre parce que c'est passionnant, il y a beaucoup d'images, c'est une vidéo. Mais comme dans tous les domaines, la France, on est au pays des arriérés, vous voyez bien, on en est à faire des faux crop circles. Mais c'est juste pour vous montrer aussi que de véritables études scientifiques sont menées à haut niveau, avec des résultats que la science ne sait pas expliquer. C'est vraiment quand même urgent qu'en France, de s'inspirer des travaux scientifiques faits dans le monde entier, dans tous les domaines, ufologique, paranormal, psychologie. Et ils sont nombreux. Je vous en ai fait connaître un certain nombre dans ma dernière vidéo sur la conférence que j'avais faite. On n'en prend que un, le physicien anglais William Crookes, qui n'a pas eu peur d'aller étudier des phénomènes paranormaux. Réveillez-vous, les scientifiques français. Ne laissez pas la place aux pitres. Du reste, c'est grâce au BLT Research Team qu'a dû prendre fin la tromperie des deux fameux premiers faussaires, Doug Dower et Dave Shirley. Bien connus du monde des crops, mais pas que, de tout le monde. On peut tromper le faible d'esprit, certainement, pas ceux qui font des recherches sérieuses. Et oui, nous n'apprenons jamais rien de l'histoire. Car justement, ces deux fameux faussaires ont tout avoué, mais alors juste après, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, la divulgation des résultats du BLT Team, prouvant que les plantes avaient été couchées par des moyens mécaniques. Mais oh surprise, les grands médias n'ont absolument pas tenu compte du rapport du BLT Research. Et inexplicablement, les médias internationaux ont accepté les aveux des deux compères et ont fait la une de leurs journaux ou émissions par le mystère des cercles dans le blé est enfin résolu. Tout comme aujourd'hui avec le faux crop lorrain. On jette en pâture Umberto Molinaro, tous les médias du dogme de la pensée unique font leur chou gras de cette petite imposture machiavélique, sans se poser d'autres questions, comme à leur habitude. Vous savez, ces médias idiots qui répètent comme des perroquets ce qu'on leur donne. Faites un essai.
Abonnez-vous aux notifications d'une spécialité de médias, scientifique, sport, actualité, ce que vous voulez. Prenons l'actualité, c'est plus simple. Vous vous abonnez à 20 médias, radio, journaux, télé, 60 médias en tout. Ouf, les mêmes actualités. Et vous les mettez tous en notification sur votre smartphone. Les mêmes actualités avec, ce qui est surprenant, très 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 souvent, les mêmes phrases vont tomber en rafale. C'est cela le journalisme. Être abonné à 2 agences de presse, Reuters, je ne sais plus quelle autre, là. Ils répètent comme des perroquets. Il y a quelqu'un que je ne citerai pas qui disait que pour être journaliste. Bon, je ne dirai pas plus. Bien sûr, le peu d'émissions osant braver un tout petit peu la pensée unique, comme par exemple, parce qu'il ne faut pas mettre quand même tous les journalistes dans le même panier, comme par exemple Cache Investigation ou Envoyé spécial, sont en passe d'être supprimés. Ils se battent en ce moment pour avoir encore les moyens. Sans parler de la campagne sur les fake news, les complots. Ah là là. Les 2 tours ont été réduits en cendres. Eh oui, oui, oui. C'est la première fois dans l'histoire, mais elles ont été réduites en cendres. Ben, tous ceux qui ne croient pas ça, c'est un complot. C'est un complotiste. Mais ce qui fait le plus de mal concernant Umberto Molinaro, c'est hélas que même les chaînes que l'on pensait être des nôtres, comme Nourea TV, ont retiré toutes les émissions faites avec Umberto. Courage, fuyons. Finalement, ce ne sont que des chaînes à clics. De la même manière, les médias du monde entier se sont emparés du cas de ces 2 retraités, dont on parlait tout à l'heure, faisant des faux crops. Et les résultats scientifiques du BLT Team ont été mis à la poubelle. Vous comprenez dans quelle sorte de dogme on vit? Celui de la pensée unique, quand vous prendrez connaissance des résultats des tests scientifiques du BLT, si vous allez les voir. Vous n'aurez plus jamais aucun doute sur la réalité des vrais crop circles. C'est des mesures scientifiques. C'est pas du blabla. Et l'histoire se répète sans fin. Les chaînes idiotes deviennent célèbres et on parle d'elles. Voilà, si vous avez envie de devenir célèbre, réalisez des faux et pigez des experts dans tous les domaines, en étudiant soigneusement le piège. Quelle belle leçon pour les jeunes. Allez, revenons à notre option. Petit détail curieux qu'on a relevé par hasard, les animaux vivant eux aussi dans les champs sont parfois aussi retrouvés morts dans ces cercles. Un porc épic, par exemple, était retrouvé aplati comme une crêpe. Et bizarrement, souris et lapins ne touchent pas aux plantes qui ont été couchées. Donner des graines de blé qui a été couché une souris et des graines de blé à côté qui n'a pas été couché, elle va manger l'un mais pas l'autre. Pour conclure ce chapitre, il faut comprendre que le faux crop lorrain est un tout petit crop face au vrai. Pour comparer, installons-le dans celui de Milk Hill en Angleterre, par exemple. Il faut savoir qu'en Angleterre, pays des crops, il y a des sortes de pèlerinages, si j'ose appeler cela ainsi, pour veiller les nuits à essayer de débusquer la création de crops. Et oui, il y a des personnes capables de veiller des nuits pour être aux premières loges du concert de leurs favoris. D'autres de veiller devant un Apple Store pour avoir le premier nouvel iPhone. Chacun son truc. Ouais. Tous, ils ne font aucun mal à personne. Alors justement, ces crops apparaissent dans les champs en Angleterre, dans celui de Milk Hill, alors que toutes les collines environnantes sont pleines de personnes en veillée, dont certaines équipées de caméras ou détecteurs infrarouges. Et pourtant, au petit matin, ils découvrent le crop. Vous conviendrez, à moins de traiter tous les gens qui ne sont pas du même avis que vous, et de les traiter de menteurs, que cela fait chaque année des milliers de témoins de ces œuvres. Or, même une armée de plaisantins de nuit ne pourrait passer inaperçue, elle n'aurait pas physiquement ni le temps de réaliser ces crops, ni la précision de le faire. Alors le but de l'émission n'est pas de vous faire un catalogue des magnifiques crop circles parus dans le monde. Tapez ça, les plus beaux crop circles dans Google, il va vous les sortir. Il y en a des milliers.
Retenez juste une chose essentielle. Ces crops, s'ils étaient faits de la main de l'homme, il y aurait des centaines d'arrestations chaque année. Regardez l'ampleur médiatique que le tout faux, tout petit crop de Lorraine a prise. Les médias se feraient une joie d'en parler. Là, avec ce tout petit faux de Lorraine, Science et Avenir, Science et Vie, FR3, Républicain Lorrain, tous les médias, hein, mais toutes les chaînes YouTube à la con. Mais, et en plus, le paysan était de connivence, hein, Lorraine. Mais je vous rappelle qu'aucun paysan n'aime les crops, vu le manque à gagner. Et souvent, surtout en Angleterre, si beaucoup de personnes viennent pour surprendre leur création, les paysans devraient organiser à tour de rôle des veillées, pas très complexes à faire, avec l'aide, pourquoi pas, des autorités. On surveille bien les parcs des huîtres en France pendant les périodes de Noël, pour arrêter ceux qui feraient ces gigantesques crops. Mais il n'en est rien, car eux savent que, hormis quelques plaisantins, ces crops ne sont pas faux, et que cela ne sert strictement à rien de rester à veiller toute la nuit. Mais au fait, ces crops, est-on sûr que nous ne savons pas les interpréter? Ils ne serviraient à rien, juste à faire beau, juste à faire parler de soi, même quand on se manifeste pas. Parce que nos faussaires lorrains ont une belle notoriété, ils se sont manifestés. Pourtant, vous avez vu les tout petits crops. Alors imaginez un faussaire qui a généré un grand crop, celui par exemple de Milk Hill, il y a des dizaines d'années. Il ne se serait pas manifesté en disant hey, coucou, c'est moi qui l'ai fait, regarde, j'ai les preuves. Vous vous rendez compte la notoriété qu'il aurait. Une œuvre comme ça, où pendant des années, tout le monde a confirmé que c'était un vrai cop, qu'il y avait des vraies études faites dessus. Soyons sérieux. Alors, se peut-il que des scientifiques ou des chercheurs se soient penchés dessus? Umberto Baudo s'est penché dessus. Alors, je sais, c'est Umberto encore, mais c'est pas Molinaro. Cette fois-ci, c'est Baudo. Et il a eu l'idée un jour de penser que cela pouvait être des moteurs. Alors, chacun ses idées. Il a donc décidé, avec ses équipes, de concevoir, mais physiquement, ces moteurs. Je vais mettre une photo de Umberto en train de faire ces moteurs. Voilà. Une photo. On voit sur celle-ci la concrétisation de l'un d'eux. Umberto Baudo devra admettre que pendant des années, il a, hélas, commis une erreur. En pensant que c'était des plans pour utiliser de l'énergie magnétique. Avant de comprendre que c'était des plans pour la conception d'énergie libre et plus précisément en utilisant la force centrifuge. Vous avez bien entendu? Il arrive à la même conclusion que le biophysicien Levengood, celle d'avoir découvert que leur distribution des crops a été nettement définie par un tracé concordant avec les lois de la force centrifuge. Et lui, Umberto Baudo, crée dans notre 3D des moteurs utilisant la force centrifuge. J'ai oublié de vous préciser une anecdote. Pour décrédibiliser les travaux du BLT Research, on a été chercher des poux dans la tête de certains de leurs membres, remettant en cause leur diplôme. C'est un classique, maintes fois répété dans l'histoire. Du reste, ces chaînes YouTube, wikipédiennes n'ont de cesse de le répéter. Regardez s'il y a des parutions universitaires. Mais oui, rentrez dans le dogme, regardez si c'est vrai. On nage en plein délire, comme l'Académie des sciences françaises, qui à son époque avait refusé que Albert Einstein vienne leur faire un discours. Ben oui. Je vous recommande vivement de regarder les vidéos, même si c'est en italien, montrant les découvertes de Umberto Baudo, car c'est du factuel, là. C'est du factuel. On passe de l'image du crops dans la nature à la conception dans notre 3D de moteur. Alors, Umberto Baudo réunit en ce moment un important groupe en Italie de scientifiques, d'ingénieurs qui sont prêts à l'aider
pour construire justement ces moteurs avec un mouvement qui pour l'instant est quasiment à 98-99% en énergie libre, hein, par la force centrifuge. Alors, qu'est-ce que c'est un moteur énergie libre? Ça veut dire que c'est un moteur qui consomme moins que ce qu'il a besoin pour fonctionner. D'accord? C'est des choses extrêmement positives et ces recherches sont assez admirables. Ouais, je vous rappelle que je vous dis toujours, allez voir les liens, allez voir les liens. Je ne suis pas un youtubeur professionnel. Bon. Je n'ai pas le temps de vous faire des émissions, y compris si je les saucissonne, de 4 heures, voire plus, car si je vous mettais dans ma vidéo toutes mes sources de celle-ci, elle ferait plus de 5 heures, 6 heures. Mais je préfère une émission courte qui renseigne rapidement, faire le tour du propriétaire, en quelque sorte. Et pour ceux qui ensuite veulent aller plus loin ou vérifier ce que je dis, ils prendront du temps de consulter les sources. Ce qui est drôle avec Umberto Baudo, c'est que lui maintenant, il n'a nul besoin de se rendre sur place pour pouvoir voir si un crop est vrai ou faux. Pas besoin de pendule, rien du tout. Il met l'image, il scanne l'image dans son simulateur, dans l'ordinateur, et il regarde si, comme il l'appelle, le moteur fonctionne. S'il crée de l'énergie, c'est un vrai, un faux, on ne crée pas. Francesco Reaci qui fait des fantastiques faux crop circles, c'est peanuts quoi, y a rien. Odo ne passe même pas de 5 secondes dessus, mais ils sont fantastiques. Ah, il met tout ça, mathématiques, loi de Fibonacci, tout ce que vous voulez, il ne crée pas d'énergie, que dalle. Alors bien évidemment, on parle ici des crops avec des cercles, hein. On ne parle pas des crops avec un système binaire, avec des messages en système binaire, style Shibbolton, qui sont une autre espèce de crops et qui méritent à eux tout seuls une émission. Très bizarre ce crop de Shibbolton. Alors la question à ce moment de l'émission reste ouverte. Qui les fait? De temps en temps, il faut savoir admettre qu'il y a des choses qui nous dépassent. Hein. Et fort heureusement, le difficile est d'admettre que l'on ne sait pas. Celui qui se sent imbu et porté par sa science du moment, lui croit tout savoir. Comme à chaque fois, l'histoire nous l'a démontré. Je vais rappeler à la chanson de Jean Gabin, je sais, qui se termine par la fin, je vais mourir et je sais une chose, c'est que je sais rien. Dans tous les cas, j'ai voulu faire cette émission pour mettre en garde contre les adeptes de la pensée unique de plus en plus nombreux et de plus en plus méchants. Ils veulent se faire passer pour des puits de science alors qu'ils sont médiocres. Si on avait dit à ces tenants de la pensée unique il y a 3-5 ans que les plantes étaient intelligentes, ils auraient ri sous cap. Ils auraient fait des émissions pour se moquer des gens qui croient que les plantes sont intelligentes. Or, de plus en plus de travaux dans le monde démontrent les fantastiques découvertes que nous faisons tous les jours du monde végétal. On découvre que les plantes non seulement émettent et reçoivent des messages à d'autres plantes, mais aussi qu'elles sont capables de percevoir le champ de gravitation, le champ électrique, le champ magnétique, les gradients chimiques. Elles sont constamment en alerte avec leur environnement. Elles peuvent aussi se transformer en biocapteurs capables de relever la température, le niveau d'humidité, la pollution ou le niveau d'acidité. Vous ne croyez pas? Et alors je vous mets dans les liens, en français cette fois. Allez, bonus, une petite vidéo vous présentant les travaux d'un département dédié de l'Université de Florence à la découverte de ce monde végétal passionnant. Je vous rappelle que j'avais fait une émission avec le chant des arbres, avec maintenant les Plant Display, des capteurs que vous pouvez acheter, que vous branchez sur les plantes, qui traduisent l'énergie électrique de la plante ou de l'arbre en son. Nous reparlerons de tout cela dans l'émission consacrée sur la sylvothérapie avec mon ami Wari Henry. Mais on va terminer sur les crops. Pour terminer, je vous mets 2 vidéos. L'une de mon ami Tyler, de la chaîne YouTube Secret Team, qui fait un travail extraordinaire, avec presque 2 millions d'abonnés sur les sujets que nous aimons.
Il est synthétique, il est propre, il raconte pas de bêtises, il est fantastique, Tyler. Cette vidéo montre le tournage de ce qui apparaît souvent sur des lieux de formation de crop circle, des boules lumineuses. Je rappelle que c'est le phénomène quand même ovni le plus observé dans le monde, à plus de 60%. C'est pas des sous-coupes, c'est pas des triangles, c'est des boules lumineuses. Alors, il y a beaucoup de vidéos fausses sur le net concernant ces boules lumineuses. C'est normal et c'est de bonne guerre. On débunk par de fausses bonnes infos. Par contre, celle-ci que je vous mets, elle est vraie. Et vous allez pouvoir voir en détail la composition d'un vrai crop circle. Vous allez être bluffé, je vous le promets, ne dire que 8 minutes, mais prenez le temps de le voir. Vous allez voir les boules de l'huile et le crop. Et l'autre vidéo que je vous mets, 10 minutes, qui explique qui sont ces nouvelles chaînes qui poussent, mais alors comme des champignons. J'ai toujours été, moi, personnellement, surpris de voir arriver, par exemple, un gars cagoulé, avec une fausse voix, alors tout le monde connaît son nom, c'est un comédien de série D qu'on a embauché, atteindre rapidement des centaines de milliers d'abonnés. Je vous avais déjà expliqué que cela ne coûte rien d'acheter des abonnés. Demain, avec 100 €, j'ai 100 000 abonnés. Mais j'ai aussi été surpris de voir des émissions très bien faites, faut le dire, très structurées, presque à la limite du professionnalisme. Qui sont réellement ces gens? Vous voyez, pour moi, c'est simple. Mon petit bureau, dessin de ma fille, piètre qualité d'image, piètre qualité du son, très peu d'abonnés, mon vrai nom, et surtout absolument pas le temps de vous faire des émissions ultra léchées avec des montages, des effets spéciaux et tout ce que vous voulez, et encore moins d'aller sur le terrain, loin de mes bases, pour aller, je sais pas moi, enquêter sur les Raéliens pour vous démontrer que les Raéliens, ils sont zinzins. Non, ils font pas de mal à personne non plus. Vous serez surpris d'apprendre un jour que ces chaînes, ce sont des véritables professionnels aux ordres, des petits soldats de la pensée unique. Et ça, je peux vous dire, vous pouvez la noter, que c'est pas une théorie du complot. Regardez cette fantastique petite vidéo de 10 minutes. Donc voilà, cette émission s'achève. Pour ceux qui aiment la justice et non l'injustice, diffusez-la partout. Déjà, cela mettra du baume au cœur à notre ami Umberto Molinaro, qui ne mérite alors nullement tout cela, surtout en ce moment où il terminait un long combat contre la maladie de sa compagne. Tu vois, Umberto, tout le monde ne te laisse pas tomber, surtout pas moi. Continue à être ce que tu es. Bis à toi, bis à tous. À une prochaine. Bye. I'm pouring the sand, and now I'm going to pour my voice into the sand.